On dit toujours les hommes préfèrent les blondes. Est-ce que les blondes préfèrent les noirs? Il faut demander aux blondes. Non mais toi, tu peux bien en savoir quelque chose quand même. Non mais je pense que c'est comme tout phénomène de contraste. Il y a une attirance. C'est comme les ions. Ouais. Les positons et les gatons, c'est normal, ils s'attirent. Ouais. Donc c'est peut-être des choses comme ça. Mais je pense plus que c'est des mythes. Ça relève du mythe. Du cliché quoi. Du cliché. Aujourd'hui, c'est vrai que moi j'adore les Italiennes qui sont beaucoup plus brunes. Ouais. Quand même que les Norvégiennes. Alors il y a une autre femme dans ta vie, c'est celle à qui tu as fait 2 enfants, qui est une styliste... Avec qui on a fait 2 enfants. Ouais. Oui. Mais t'es d'accord quand même. Ah oui, évidemment. C'est une styliste. C'est une styliste belge. Qui vit à Bruxelles. Elle vit à quelques kilomètres de Bruxelles. Ouais. C'est ma compagne depuis une dizaine d'années. Ah bon? Oui. C'est une affaire qui dure, dis-moi. Disons que je suis un mec qui croit aux gens. Quand les gens portent de l'attention et portent de l'amour, c'est une fille que j'ai rencontrée quand je travaillais dans un bar. Au Diable des Lombards? Au Diable des Lombards, exactement. Ah bon? Quand t'étais plongeur? Oui, quand j'étais plongeur. Ouais. Et on s'entend très bien et je pense que ça durera encore. Mais quand tu vas chez, je sais pas, chez tes parents à Abidjan, Côte d'Ivoire, comment est-ce que ta famille reçoit le fait que tu débarques là-bas avec une blanche? Ça doit poser aussi des problèmes, non? Peut-être plus même, je sais pas. Disons que c'est vrai que de mon côté, il y avait plus de problèmes que de son côté. Ah, tu vois. C'est là-bas que c'est le plus dur. Oui, là-bas c'est très dur. Il faut dire que ma mère n'étant pas lettrée, comme on dit, donc elle est encore plus dans... Ils sont commerçants, tes parents? Oui, ils sont commerçants. Et il y a certaines choses qu'elle a du mal à comprendre. Mais maintenant, le fait d'avoir 2 enfants, je crois que le seul problème maintenant, c'est qu'il faut qu'elle se convertisse à l'islam. Alors, on t'a vu tout l'été dans toute la presse à cause du film de Gérard Houry. Oui. C'est une star, là. Hein. Ça y est, là. Star. Ah, c'est une très bonne idée, en plus. J'aimerais bien avoir le compte de star, le compte en banque de star. Ça va arriver avec Sabine Azema, ça va être formidable, ça. Non, mais c'est vrai que le projet de Gérard, c'était un projet magnifique, parce que c'était vraiment... D'abord, au départ, le projet était proposé à Michel et à Deneuve. Michel, c'est un ami. Et Michel Blanc. Michel Blanc, pardon. C'est ça qui est drôle. Et après, on propose à un noir. Et alors? Et pourquoi pas? La preuve, c'est que j'ai fait le film, on s'est très bien entendu. Et je crois que ce sera un très grand film. Quand on dit de toi que t'es le Eddie Murphy français, ça te fait quoi? À ton avis? C'est flatteur, oui. Pas pour moi. Ah bon? Non. Pourquoi? Parce que j'aimerais bien qu'il y ait des journalistes qui puissent dire à Eddie Murphy qu'il est le Jacques de Bancolé français. Tu t'appelles pas deux Bancolé en fait, c'est toi qui as mis 2, non? Oui, j'ai mis 2 parce que ça me plaisait un jour comme ça de rajouter des particules. C'est comme Princesse Erika, quoi. Oui, Princesse Erika, je veux dire, il y en a qui s'appellent Tony Hallyday. C'est un plan sapeur un peu quand même, non? C'est un plan un peu... Disons, c'est un plan... non, quand même. C'est pas un plan frime, c'est un plan plutôt pour voir un peu où en était cette société occidentale. Dans ses rapports avec les colonies. Et moi, ça me plaisait bien. Alors, t'aimes pas quand on dit black, toi? Parce que tu dis que c'est une façon... je crois que black, c'est un terme usité, c'est un terme importé des États-Unis. Je crois que c'est une façon de masquer les choses. Je sais pas, je t'ai apporté un petit... par hasard, comme ça. Moi, j'ai apporté un extrait d'une définition du mot nègre qui était dans un dictionnaire, le Petit Larousse, édition 1886. Et la définition qu'il donne, c'est homme, femme à peau noire. C'est le nom donné spécialement aux habitants de certaines contrées de l'Afrique, de la Guinée, de la Sénégambie, etc., qui forment une race d'hommes noirs, inférieure en intelligence à la race blanche, dite race caucasienne. La coloration de la peau paraît être due, chez les nègres, à l'influence du climat. C'est une modification acquise qui devient transmissible et héréditaire. Mais il est généralement reconnu qu'une famille nègre, transplantée dans notre climat, arrivera à la couleur blanche après quelques générations et sans mélange de race. Tu vois? Je veux dire, bon, c'est insensé, ça date pas de longtemps, il y a un peu plus d'un siècle. Et c'est vrai que je préfère aujourd'hui le mot nègre. Ça tout dépend de comment c'est utilisé, dans quel contexte, dans quelle situation. Si c'est d'une façon sympathique, tu peux faire nègre. Oui, je préfère nègre parce que même des gens comme Aimé Césaire, des gens comme Senghor, c'était le centre de la négritude. Tout à fait. Et je vois pas pourquoi aujourd'hui on est francophone et il y a des mots qui existent pour appeler les races. Je vois pas pourquoi on va aller chercher des mots américains. Je n'ai rien contre les Américains. Je me retrouverai aux États-Unis, je dirais black. Je suis en France, je préfère nègre. Et cette mode des nègres, Good par exemple, t'en penses quoi de tout ça?
Il y a le 14 juillet avec des blackies. C'est good. Non, non, mais je crois que c'est bien un moment, je veux dire, comme toute mode, Ouais. il y a une fin. Ouais. Et il faut pouvoir aller au-delà de la mode. Et quand par Et exemple tu rentres au Carlton en 88, quand tu étais à Cannes pour ce chocolat, et que le mec, il y a du baston à l'entrée, tu réagis comment? C'est le mépris ou c'est la haine? c'est même pas la haine, c'est une sorte de déception. Ouais. De déception d'une civilisation, d'une société qui m'a appris des choses, qui a appris des choses à ma race, à ma culture, dont je suis héréditaire comme ça, et de voir que en fait j'ai été berné. En fait, j'ai été berné par des gens qui ne sont pas eux-mêmes forts à l'intérieur, et aujourd'hui, quand on n'est pas fort à l'intérieur, je crois qu'on est appelé à disparaître. On devient agressif quand on n'est pas fort, oui. Oui, on devient agressif, et je crois qu'il ne faut pas répondre par l'agressivité, parce que moi, je l'ai fait il y a 15 ans quand j'étais à Paris, mais ça n'a pas résolu les problèmes des Noirs, ni même mes problèmes. Et je crois qu'il faut passer outre ça. Et c'est bizarre parce que tu me parles de la mode. C'est vrai que quand je marche dans Paris, en ce moment, je vois des pubs et dont personne ne parle, qui sont des pubs de United Colors of Benetton. Je trouve, il y en a une en particulier qui est une femme noire qui allait avec un bébé blanc, dont on ne voit pas le visage de la femme. Je trouve que c'est carrément abject comme publicité. Je veux dire, c'est indécent, c'est même pas digne de cette société-là. Tu vas retourner un jour là-bas? C'est une utopie. Ouais. Je veux dire, l'idée du retour est quelque chose, je crois, qui a longtemps fait défaut, en tout cas fait beaucoup de mal à la communauté noire africaine qui s'est expatriée, qui est venue en Europe. Parce que tout le temps, les gens, même quand ils voulaient pas se l'avouer, si tu veux, ils se disaient qu'ils vont rentrer, Ce qui fait qu'ils ne pouvaient pas vivre convenablement là où ils étaient, et je crois que c'est un danger de vouloir à tout prix rentrer. Il faut vivre en fait, bien là où on est, c'est tout. T'es un nègre de la diaspora, quoi. Moi, je suis un négropolitain. Hein. Je crois que c'est le mot. Il y a des nègres africains, il y a des nègres américains, et moi, je suis un négropolitain. Alors, Didier Barbie-Olivier, on t'appelle Monsieur Tube. Ouais. Ça en a écrit combien à peu près? Dans la presse, ça arrive. Nous, on ne sait pas ce que c'est que de faire un tube, ce serait trop facile. Parce que j'ai dû écrire 2000 chansons dans ma vie, et il y en a 30 qu'on connaît vraiment, quoi, ou 20. T'as écrit Elle m'oublie pour Johnny, c'est bien ça? Oui, il y a 10 ans. Ouais. Elle m'oublie, c'est une belle chanson. C'est vrai que tu l'as fait en 10 minutes, celle-là? 25 minutes. 25 minutes. Tu penses quoi de ce qu'il a fait, Johnny Hallyday, avec Roda Gilles et David, la Mirador? Ah, c'est un bel album, ouais. Non, pas dire du bien de tout le monde. Bah non, je dis pas du bien de tout le monde, mais c'est... D'abord, moi j'adore Johnny Hallyday, j'adore Roda Gilles, tu me feras pas dire du mal ni de l'un ni de l'autre. Et je trouve que c'est un beau disque, quoi. Par contre, il y a un truc de toi qui est absolument insupportable en ce moment, tu le sais, c'est Je te survivrai. Non, moi je trouve pas, non. C'est ton client, non? Non, c'est pas mon client, non, c'est pas pour ça que je dis ça. Et Julien Clerc, il t'a déçu, tu dis, par rapport à ce qu'il faisait au début avec Maurice Vallée, avec Roda Gilles. Tu dis qu'aujourd'hui, quand on entend La Fille au Banilon, c'est pas comme quand on entend La Cavalerie ou... Ouais, où t'as lu ça. Mais parce que je suis un immense fan de Julien Clerc, c'est pour ça. C'est-à-dire que moi j'ai tellement aimé Ivanovic ou Les Fleurs des Gares ou La Petite Sorcière Malade ou Yann et les Dauphins, que je trouve que ça s'est un peu banalisé dans les mots, quoi. Encore que bon, il a fait des trucs avec Dabadi qui étaient très très beaux, mais moi j'étais un grand fan de la combinaison Maurice Vallée et Roda Gilles. Tu trouves qu'il devrait y revenir à cette combinaison? Oh bah ouais, moi je serais lui, je l'aurais jamais quitté même. Je veux dire, moi si j'avais eu en tant qu'interprète des auteurs comme Étienne et Maurice, ouais, je continuerais de chanter leurs textes. Ouais, et Lalanne, pas trop non plus, hein. T'as dit que c'était un apprenti Léo Ferré. Ouais, t'es bien renseigné, j'ai dit ça un jour dans Télé 7 jours, mais c'était un peu salaud pour lui, mais après j'ai rencontré le type, il est plutôt sympa, Francis Lalanne, mais tout ce côté... Tu fais gaffe, il frappe en plus. Ouais, bah ouais, il a frappé, il paraît. Il a frappé un mec. Il s'est pas défendu, le mec? Je sais pas. Non, mais je trouve le côté un peu peace and love avec le public, moi ça me gonfle un peu, ouais. Comment tu fais pour écrire des chansons? T'as des trucs, par exemple La Mer, Les Lilas, c'est des trucs qui reviennent souvent dans tes chansons, non? Ouais, c'est Lilas, Maison, chansons, ouais. Mais c'est pas des trucs, c'est plutôt des tics, c'est à la limite, c'est plutôt des mauvais trucs, c'est plutôt des choses énervantes. C'est-à-dire quand on te fait remarquer, on te dit mais moi je m'en rends pas compte, il y a des gens qui me disent tiens j'étais sûr que c'était toi parce qu'il y avait Lilas, Maison, Quai de Gare et Train de nuit. Alors, tu dis que tu te mets à la place de l'interprète. Tu rentres complètement, tu te moules dans l'imaginaire de l'interprète. Oui, c'est assez compréhensible. Ouais, c'est quand tu as par exemple un interprète comme Jean-Pierre François, tu te moules dans l'imaginaire de Jean-Pierre François. Tu me cherches
Tu me cherches avec Raconte-moi Jean-Pierre François. ça. Mais non, Ouais. mais c'est vrai, par exemple, tu vas le découvrir dans son nouveau 45 Ah tours. non. Si. Il y en a un autre. Ouais, il y en a un autre, puis t'en auras encore un troisième. Ah, c'est génial. Non, mais c'est... il faut essayer, enfin, pour les gens qui n'écrivent pas, moi j'essaie qu'ils me racontent leur vie, leur histoire, essayer de deviner ce qu'ils traduiraient s'ils écrivaient des chansons. C'est ça qui est intéressant. Je l'ai fait pour Patricia Cass et tu vois, ça s'est bien passé. Très bien. Mais alors, est-ce que c'est à force de te mouler comme ça dans des imaginaires comme celui de Jean-Pierre François que tu as décidé de faire une carrière solo parce que t'en pouvais plus, parce que d'un seul coup tu... Non, pas du tout. C'est Non. parce que j'aime bien. Je cherche pas vraiment à faire une carrière solo, mais j'aime bien enregistrer des disques. J'en enregistre depuis 15 ans maintenant, un peu plus de 15 ans. J'aime bien ça. Tu as fait quelques beats dans les 70 puis ça a commencé à marcher avec... Elle, Elle, en t'en as 80, vendu ouais. 800 000, non 800 000 disques, ouais. Mais je l'ai pas fait exprès non plus, puisque celui d'après, j'en ai vendu 30 000. Tu vois, ça veut rien dire. Tu es prêt pour le blind test? Bah, prêt, c'est beaucoup dire, mais enfin, disons que je vais le subir, quoi. Non. Jean-Pierre François, je te survivrai. Isabelle Dufresne, bonsoir. J'ai fait une grande découverte en lisant ton livre. C'est que parmi les superstars qui entouraient Andy Warhol, il y avait une Française, et c'était toi. Alors au départ, tu fais partie de la bonne bourgeoisie grenobloise, quoi. Des gens plutôt riches. Ils faisaient quoi? Oh, mon père était ingénieur, enfin ce qu'on peut appeler industriel. Tu as eu une enfance assez difficile malgré tout, c'est-à-dire la petite fille un peu sauvage comme ça au milieu d'une famille bourgeoise. Tu étais dans une sorte de couvent, on peut dire, non? D'un couvent à l'autre, parce qu'on m'a jeté d'une porte à l'autre. Ouais. Et chaque fois, je me rebellais davantage. Et finalement, ça s'est mal terminé. Maison de correction, enfin, exorcisme. Et tu as été tout ça. exorcisé, enfin on y viendra parce qu'à la fin du livre il y a une sorte d'exorcisme, mais tu étais réellement exorcisé, c'est rare Oui. quand même ça, non? Enfin, exorcisé avec leurs propres termes, c'est-à-dire Ouais. qu'on vous met de l'eau bénite, il y a une prière spéciale, enfin faite par un prêtre. Je ne sais pas comment se passent les autres exorcismes. En tout cas, ça n'a pas marché, ou j'ai prétendu que ça avait marché pendant... Ça n'a pas l'air d'avoir marché, parce que quand on lit la suite du bouquin, tu as eu une première expérience sexuelle assez difficile, enfin c'était presque un viol d'une certaine façon, tu racontes ça dans le bouquin. Enfin, sexuellement ça t'a pas bloqué pour la suite. Non, peut-être débloqué. Ça t'a trop débloqué peut-être on peut dire, mais ça t'a pas réellement bloqué. Enfin, on ne sait jamais ce que ça fait. C'est très difficile d'établir les causes et les effets. Peut-être qu'à ce moment-là, on perd un certain respect de la chose, ou alors Ouais. on tourbillonne. C'est très difficile de C'est possible, savoir. ouais. Il faut, je crois, 50 ans pour arriver à tirer des conclusions. Alors un jour tes parents décident de t'envoyer aux USA, où ta sœur habite, et en fait tu crois que tu vas, je sais pas, te ranger des voitures en arrivant là-bas, mais c'est terrible, parce que tu arrives là-bas, tu n'as qu'une envie, c'est conquérir le monde de l'art. Tu deviens un copine ou amie ou amante avec Dali, enfin amante pas vraiment, parce qu'un jour tu es avec lui, voilà, il te caresse avec une langouste. Enfin, c'était sa méthode dalinienne de faire l'amour, Ouais, j'imagine. mais c'est jamais aller plus loin. Non, avec Dali, il ne s'agissait jamais de pénétration, mais plutôt d'imagination. Ouais. Très vite, Dali te présente à Warhol, qui à l'époque est inconnu quand tu l'as... Inconnu, oui, oui. Mais tout de suite, j'ai été fascinée par le caractère, parce que c'était un homme vraiment un espèce d'extraterrestre. Enfin, il ne parlait pas comme les autres. D'abord, il parlait à peine. Ou s'il parlait, il avait une espèce de voix de ventriloque. Et tout ce qu'il disait était tellement à la fois génial ou idiotique. Enfin, on ne savait jamais qui c'était. D'ailleurs, Warhol, c'est un paradoxe extraordinaire. La première rencontre avec Warhol, tu lui sautes dessus. Tu es quand même un peu, enfin comme on dit vulgairement, un peu sautopaf quand même. Tu lui sautes Non, dessus. c'était là. pas ça Ouais. du tout. C'était pour découvrir quel était cet homme ou si vraiment c'était un homme. Ouais. Et d'ailleurs, l'expérience a été assez sidérante en ce sens que, comme je le raconte, son corps était froid, mais Ouais. il devenait de plus en plus glacial. Enfin, Il t'a c'était pas repoussé, il normal. s'est libéré de toi complètement. Il t'a Oui, repoussé. mais enfin, quand même, il s'est d'abord refroidi énormément. J'ai cru Ouais. qu'il allait tourner à la glace. Il a perdu un peu sa perruque. Il a plus ou moins perdu sa perruque, qui quand même restait accrochée par un bouton pression C'est horrible quand tu qui lui racontes ça, était ouais. imprégné dans le crâne. Enfin, c'était quand même pas un homme ordinaire, non? Alors t'es devenu une superstar de la Factory. C'était qui les autres à l'époque? Il y avait Viva, il y Ouais. avait Jane Force, il y avait Ingrid Superstar qui est morte, il y avait Brigitte Polk, Qui après a travaillé à Interview. oui, qui était la fille de de Monsieur Berlin, qui était le président de la société Hearst. Mhm. Il y avait, elles allaient, elles venaient, mais en fait c'était l'état principal. Puis il y avait quelques hommes aussi. Toi, on a décidé, enfin au départ, tu savais pas comment t'appeler, alors t'hésitais, il y avait Polyester, il y avait Notre-Dame et Ultraviolet. Oui. Pourquoi vous avez choisi Ultraviolet avec Warhol finalement? Mais je trouvais que c'était beaucoup plus futuristique, beaucoup plus original, beaucoup plus féminin. Ultra, c'est mieux que Maria, Sophia. Ah oui, ça fait, oui.
Et violet, c'était très artistique, la couleur. Et puis j'ai toujours été un peu au-delà. Ultraviolet, ça veut dire au-delà du spectre de la lumière. Ça me correspondait assez bien. Alors à partir de là, tu t'es habillée en violet comme ce soir, mais enfin avec peut-être des tenues un peu différentes. Oh oui, non, c'était beaucoup plus violet. Les cheveux violets, enfin tout. Et les lèvres. Tu avais dans ton sac un petit morceau de betterave dont tu J'ai toujours ma betterave. Tu l'as toujours? Oui. C'est pas ça là? Non, pas aujourd'hui. C'est vrai que moi j'ai lu un truc dans ton bouquin qui m'a complètement fasciné, c'est que tu te mettais à la droite de Warhol, comme ça sur les photos, dans la légende des photos dans les journaux, ton nom venait avant celui de tout le monde. C'était astucieux. J'ai jamais pensé à ça. La Factory, tu donnes effectivement un récit comme ça, quasi quotidien de la Factory. Il y a d'abord le sexe, alors l'homosexualité à tout craint. Hein. Ça n'a pas choqué la petite Française que tu étais? Non, parce que... Ça n'a pas l'air en tous les cas quand on lit le bouquin. Non, parce que c'était d'abord une époque de révolution aux États-Unis, et je suis partie pour ça un peu, donc c'était tout à fait normal. Et à l'époque, les homosexuels, c'était parfait, car ils ne vous dérangeaient pas, ils ne vous offensaient pas. Donc, non, ça. Et puis, j'étais assez naïve quand même, c'est bizarre, un mélange. Et il m'a fallu plusieurs années, au moins un an, pour me rendre compte qu'ils étaient vraiment homosexuels. C'est bizarre, non? Pourtant, ils ne se gênaient pas. Hein. Oui, mais enfin, pour se rendre compte qu'il était peut-être que ça. Alors, il y avait homosexualité, sadomasochisme, bondage, sans arrêt, enfin et puis alors des partous formidables, sans arrêt, dans les labos photos, et auxquels Warhol participait pas d'ailleurs, parce qu'un jour, tu cites une phrase dans ton bouquin, c'est Ondine qui dit on l'a viré de la partouze parce que vraiment, il faisait rien, quoi. Oui. Non, mais les peintres, par définition, sont des voyeurs. C'est l'œil qui est l'organe, leur organe, et Warhol, d'ailleurs, avait horreur qu'on le touche. Et si même on le touchait, enfin le bras, même, ou sa jaquette, il se bougeait tout de suite. Il avait très peur des rapports humains, je crois, et il pensait que c'était une perte de temps. Parce que pour ce qu'il voulait faire, ce qui l'intéressait, c'était de faire sa marque sur la culture américaine. Et les rapports, ça prend un temps fou. Il est arrivé, tu me diras. Et il y est arrivé. Alors, il y a même de la zoophilie, à un moment, ils se jettent tous sur un cheval. Oui, bon, ça c'était aussi pour le besoin du film. Ouais. Dans les films, il fallait un peu se dépasser, comme il n'y avait pas d'histoire, comme tout était improvisé, il fallait faire de plus en plus. Oui, de plus en plus fou. La drogue? Oui, mais ça, dans les années 60, c'était devenu d'abord... C'est une longue histoire, la drogue, ça a toujours existé. Toi, t'as jamais pris? Non, moi j'ai eu très très peur de la drogue. T'as goûté un gâteau au hashish un jour avec... C'était fatal, dans les années 60. Avec Dali, et puis ça t'a fait un effet d'ailleurs, tu racontes l'effet, c'est pas franchement étonnant, mais tu dis à partir de là, moi... Non, j'ai perdu mon sac, j'ai perdu mes clés, je me suis dit c'est pas pour moi. C'est ton côté bourgeois, ça, oui. À partir du moment où on perd son sac, on a besoin de ses clés pour rentrer chez soi. Oui, d'accord. Alors au milieu de tout ça, Warhol quand même, il travaille, parce que bon, il y a tout ce monde, jour et nuit. Fait des tableaux. Il fait travailler tout le monde. Alors la boîte de soupe Campbell, c'est qui a eu l'idée? Parce que là, il y a des grandes discussions là-dessus pour savoir qui est-ce qui a eu l'idée de cette boîte de soupe. Des tas de gens. On pourrait dire que Marcel Duchamp, à partir du moment où il a pris un porte-bouteille, il était déjà allé dans le bon sens. Warhol sort du champ tout droit. Oui. Mais quand même, Warhol conduisait toujours son pôle, on dit pôle. Il demandait à tout le monde, qu'est-ce que je dois faire? Dites-moi, qu'est-ce que je dois peindre? C'est idiot, Très intelligent. Et alors si la majorité des gens lui disaient, bon, des boîtes de conserve, c'est ce qu'il a fait. Ouais. Si 3 personnes lui disaient ton portrait, il ne le faisait pas. Ouais. Il n'a jamais dit je voudrais faire un chef-d'œuvre. Il voulait peindre la préoccupation des gens, ce que les gens voulaient. C'est comme ça qu'il a réussi et qu'il a été accepté, disons, presque instantanément. Il a fait les fameuses fleurs, et tu es là quand il peint ces fameuses fleurs. Alors ces fleurs, toi, en 64, il vend un tableau représentant ces fleurs, $1000. Il te le vend quand même, il n'en fait pas cadeau, hein, il te le vend. Les peintres ne vous donnent jamais rien. Oui, il vend $1000. Et maintenant, ça vaut $1 million à peu près, quoi. Oui. Tu l'as toujours, ce tableau? Je l'ai. Je vais le vendre un jour pour une fortune en assurance, pour acheter il n'est pas assuré. Ah bon? Trop cher. Faut pas le dire. Alors, il faisait des films. Il y a 2 sortes de films en gros, quoi. Il y a les films comme ça qui s'appellent Sleep, où on voit quelqu'un dormir pendant 8 heures, ou l'Empire State Building, Puis il y a d'autres films avec Morrissey, comme Trash ou Flèche, où là c'est déjà plus mis en scène quand même. Commercial. Alors il s'est quand même fait du pognon avec ces films. Oh là là, il s'est fait des fortunes. Mais les superstars, vous étiez payés quoi? Vous étiez superstar à $20 par jour, en gros. Non, rien, de rien. On m'a dit l'autre jour que je capitalisais sur Warhol, j'étais la veuve joyeuse. J'ai jamais gagné un centime. Oui. Enfin, mais il avait le don de nous amuser. On s'amusait. Oui. On n'était pas du tout forcés d'être là. Et comme on jouait nous-mêmes, enfin c'était quand même intéressant, même sur l'angle psychologique, je trouve. Il vous a un peu possédé à la sortie quand même, parce que lui, il s'en est... Non?
C'est-à-dire que lui avait un plan d'action. Nous, on n'en avait pas. Ouais. Nous, on était là pour l'amusement, au moment. Et lui savait ce qu'il voulait. Enfin, non, je lui reproche pas. C'est à son quand crédit. même. Un jour, il y en a un qui tombe par la fenêtre et il dit c'est dommage qu'on n'ait pas eu une caméra pour le filmer quand même. Quoi. Oui, mais enfin, si quelqu'un doit mourir, pourquoi ne pas le filmer peut-être? C'était ça, Warhol, cette espèce de grande objectivité. Est-ce que tu penses, comme Truman Capote, que c'était un sphinx sans secret finalement? Oh, absolument. Absolument. Une très belle phrase. Très belle, oui. Et alors un jour tu craques complètement, c'est la crise, c'est terrible, quoi. C'est une catharsis, tu passes comme ça, je sais pas combien de temps, dans ton lit, tu non. saignes, on veut te soigner, tu veux pas, tu dis que tu te soigneras toute seule. C'est assez poignant quand on lit ton bouquin, et là je crois que c'est l'exorcisme qui réussit cette fois par contre, contrairement au premier, non? Peut-être, oui. À un moment tu vas voir tes parents, tu arrives dans le Midi, alors évidemment quand on sort de la factory de chez Warhol, et qu'on débarque dans une maison bien bourgeoise, bien française. Ça m'a fait du bien. Mais ça fait du bien quand on le lit aussi, je vais te dire. Oui. C'est que j'y suis allée pour presque leur dire au revoir, parce que je pensais que j'allais mourir, et c'est eux qui m'ont ressuscité. Tu es retourné vers la religion catholique à ce moment-là? Non, pas la religion catholique, mais vers le christianisme, enfin. En Amérique, il y a énormément de religions, comme tu sais, plutôt évangéliques. Enfin, on étudie les Écritures. C'est ce qu'on appelle Reborn Christian. Reborn Christian. Il y a une expression en français? Non, c'est pour ça qu'on n'y arrive pas. Il faut en trouver une. Et alors tu es devenu, tu dis, ultra-conservateur, c'est vrai? Oui. C'est-à-dire que je pense que la salvation, que le salut ne peut vraiment être trouvé qu'à travers une espèce de morale. T'as mis combien de temps pour te remettre de tout ça? Au moins 15 ans, je dirais. Je ne sais pas si j'en suis complètement remis. Qu'est-ce que tu penses? Je pense que tu sais faire. Alors là, tu es très bourgeoise, je serais très contente de toi. Là. Et voici Emir Kusturica, Lion d'Or pour Te souviens-tu de Libelle, Palme d'Or pour Papa est en voyage d'affaires et meilleur réalisateur Cannes 89 pour Le temps des gitans. In 1985, when you got the palm in Cannes, you left to Sarajevo and you said because I had a friend and I went there back to help him to repair his heater. Yeah. Was it true or was it you were shy or you were pretentious? At that moment when I was leaving Cannes and coming back to Sarajevo, it's because small production house who produced the movie, they didn't have money, and I didn't like to fight with them, and I left. And it was very short time for television to express my attitude and my approach to the problem. And I found just very quickly that I was busy with something else, and it was funny partly for the people and very seriously taken problem about me and the films and culture in my country. You had, at that time, you had many proposals, but you refused to work elsewhere than in Yugoslavia. You were afraid to lose your soul? My soul and my education and all I know about life is, and all my luggages I'm taking with me, with my memories and with all these things are somehow coming out in the movies. And I was afraid from all scripts they offered me that any of these moments from my life I can put into the movie. Yeah. And then one day you had a magazine, a newspaper called Express Politica. You know everything about me. No. And you found this story about gypsies taking kids and selling them in Europe, in Western Europe, and you decided then to make a movie with it. The first signal was very strong. Because, you know, it's, as somebody who has children, when you can hear that somebody is selling children, it's upset me. You know? But when I start to think about movie, I've seen that first reaction is not enough to make a movie. And what I was doing all the time before shooting, after the script, which is based on a true story, and during the shooting, I was trying to find all cultural levels of the gypsies' life. Oniric dimension. Yeah. And then you are very close friend to Miloš Forman, and who showed the script to David Putnam. Putnam, and you know, and it's I was with all my films very lucky on the end. Yeah, because then he was fired, David Putnam, just after he gave you the money. He gave me the money, and the 3 days after I started shooting, he left Colombia.
Christophe, bonsoir. Alors tu sors un double album, 23 titres, qui s'appelle Succès Fou, avec les titres du début, c'est-à-dire Aline, les marionnettes, avec l'époque des albums, les mots bleus, Señorita. Tout est bien dans ce disque, à part la pochette. La pochette, c'est risqué. Ouais. Mais bon, on aime, on n'aime pas, on prend un risque, bon, on dit Kiki Picasso. C'est un truc qui est fait aussi un peu vite fait. Ouais. Bah, c'est pas ce qu'il y a de mieux dans le disque. Hein. Enfin, tant que c'est que ça, tu t'en fous, toi. Non, je m'en fous pas, non, je suis pas d'accord, mais bon, c'est fait. Ouais. Alors, t'es né à Juvisy-sur-Orge. Ton père était installateur de chauffage central. Ouais. Et l'été, t'allais sur la côte, en stop. Ouais. Ma grande époque de la Côte d'Azur en stop. Ouais, 64. Ouais, c'est avec une chanson qui s'appelait House of Racing Sun. Ouais. Tu le faisais, ça, à la terrasse. Et je le faisais, et c'était pas connu. Je le faisais dans les boîtes de nuit d'abord. Ouais. Et après, je le faisais dans les pizzas. Ouais. Parce que c'était pas connu. J'ai écouté ces gens-là. Ouais, c'est un traditionnel, ça. J'ai écouté ces gens-là sur Radio Caroline. Ouais. Et c'est sorti en France un an après. Et moi, quand je chantais ça, je disais que c'était moi qui l'avais composé pour frimer, tu comprends? Je me disais, c'est super. Moi, je savais pas, j'avais 15 ans. Toi, alors, en 1964, tu vas à Juan-les-Pins, tu rencontres une fille qui s'appelle Aline Natanovic, qui était assistante d'un stomato, et qui venait toujours t'écouter, justement, chanter The House of the Rising Sun. Et l'année d'après, pour elle, t'as composé Aline, 65, tube énorme. Il y a eu un procès quand même avec Jackie Moulière, parce que ça ressemblait à une chanson qu'il avait sortie en 62. ça s'appelait La Romance. Mais ça ressemblait vraiment? Ça ressemblait pas mal, hein. Tu sais, je veux dire. Hein. Et effectivement, bon, il y a eu un procès, je l'ai perdu. Blocage du 45, blocage du 45. Saisie des recettes et tout, quand même. Ça n'a pas rigolé du tout, là, non? Ouais, mais tu sais, bon, moi j'avais 20 ans, je veux dire, moi, tu sais, je faisais partie des hommes qui se baladent en roulotte. Ouais. Je veux dire, moi, c'est pas ça qui allait me déranger ma vie. Hein. Alors en 66, tu as fait les marionnettes, 67, Monsieur le Professeur. Mais en fait, tu avais la haine des tubes, quoi. En fait, c'est pas du tout ce que tu voulais faire. Toi, tu voulais faire du rock. Tu voulais être Danny Baby et les hooligans, quoi. Ouais, mais moi, je voulais plus faire du blues. Parce que, si tu veux, ce qui m'a bercé dans les années 60, c'est quand même Hooker, King of Kings, Slim Harpo, tous ces gens-là. Mais est-ce que c'est pas le fait d'être devenu un tubeur français par rapport au blues que tu voulais chanter qui t'a donné une espèce de haine de toi et qui t'a amené à faire toutes ces conneries? Parce que tu en as fait après les conneries là, à partir de 67, non? Je crois que j'ai jamais eu la haine de moi. Non? C'est l'image que j'ai donnée, c'est pas de ma faute, c'est de la faute des gens c'est de la faute des gens qui n'ont pas compris, qui en fait ont fait une espèce de presse, un garde, et nul, c'est vrai que bon... Disons, un gala par jour, le pognon qui arrivait comme pas possible, tu t'achètes un flat avec terrasse dans le 16e, les bolides, enfin, t'es parti dans un drôle de trip un peu pop star à cette époque-là, non? Plus la défense et l'alcool, t'as quand même bien déconné. Je suis parti dans, comment? Bon, la défense, ça s'arrêtait au H. Ouais. Donc effectivement, je fumais un peu beaucoup, ce qui un peu par la suite m'empêchait d'écrire. Ouais. Et quand au bout d'un an et demi, 2 ans, je me suis dit putain, c'est grave là, j'arrive pas à trouver une idée, j'ai balayé quand même. Oui, parce qu'en 69, tu t'es retrouvé ruiné, disparu quoi. À un moment, t'as eu le trou noir. Ah oui, 68. 68. Ouais, 68, j'étais bien, j'étais loin de tout ça, j'étais dans un rêve, j'étais revenu dans mon rêve. Quoi. Et quand t'es revenu en 73, c'était gymnastique, je vais me faire pardonner, je fais de la peinture, je suis sage. Et là, t'as fait tous ces albums avec Jean-Michel Jarre. C'était une époque formidable pour toi. Ça, c'est ce que je voulais faire depuis longtemps. Donc ce trou noir, ça t'avait servi finalement. C'est-à-dire ça t'avait servi à te... Ah ouais, mais tous les trous noirs m'ont servi. À revenir ce que tu étais, jusqu'à aujourd'hui, tous les trous noirs. Et c'est des trous noirs que je provoque, hein, à la limite, parce que j'ai besoin de ça. Moi, je peux pas toujours être dans le même truc. Il faut que je m'arrête. C'est pas possible sinon. Alors là, tu as commencé à être aimé par la critique à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, des gens comme Bayon, par exemple, disent il y a un côté yéyé pourri chez Christophe, un peu mancé. Bonne image quand même. Un peu Gérard Mancé. Il trouve ça, lui. Ah Bayon, bon, il a du goût Bayon, attention. Je pense que je pense qu'il me met quand même à l'écart de tout ça. Je pense que. Mais le côté yéyé pourri, c'est vrai un peu quand même dans ses albums. De toute façon. Un peu sournois, un peu bizarre, quoi. Ouais, bon, si tu veux, le problème dans ces albums, quand j'analyse aujourd'hui par rapport à l'album que je suis en train de faire, tu vois, c'est un peu le texte, quoi. Parce que de temps en temps, bon, je fais un truc comme Merci John d'être venu au mariage, et là j'en suis fier parce que c'est... Bah, tu l'as mis dans la compile, là, ouais. Bien sûr, bah oui. C'est parce que c'est tout ce que j'aime, j'ai écrit un truc, je me surprends moi-même. T'as mis Señorita, les mots bleus, tout ça. Moi, je suis un écrivain, moi.
ça va peut-être paraître con ce que je vais dire, on va peut-être me prendre pour un large, non, mais je dis, même s'il y a des intellos qui m'écoutent, moi, je peux écrire des trucs méfiance. Victor Orbach, bonsoir. Alors après Cannes, Roland Garros, en même temps que les Rolling Stones, avant les vacances, il y a une focalisation médiatique énorme sur Andy Warhol. Et toi, au milieu de tout ça, tu arrives avec un bouquin chez Aubier qui dit « Andy Warhol n'est pas un grand artiste ». Tu dis Andy Warhol est un grand publicitaire, la pub, c'est pas du grand art. Donc Warhol n'est pas un grand artiste. Ça c'est le raisonnement de base du livre. C'est QFD. Alors t'expliques qu'Andy Warhol est un grand publicitaire pour commencer, et tu pars du concept. Il faut quand même dire. Tu dis qu'il choisit ses sujets comme finalement on choisit des concepts dans la pub, quoi. Ah bah oui, parce que, bon, quand Marlboro, je prends, parce que c'est le cas d'école, hein, quand Marlboro fait le western, il a quand même pas inventé le western. Ouais. Faut même se dire que... La pub s'est récupérée, ouais. C'est récupéré, tu vois, il y a une pub pour Ricard là dernièrement, c'est juste après le Grand Bleu, c'est pour ça que c'est des hommes soulevés. Bon. Et dans Western, il faut quand même savoir que la musique de Marlboro, qui est connue comme musique de Marlboro, c'est la musique des 7 mercenaires. Et dans le cas de Warhol, qu'est-ce que c'est Donc il récupère, comme la pub, ça c'est le premier point. Ensuite tu dis, son style pictural, c'est de la direction artistique. Bah oui, parce que si la photo est pas de lui, si le cadrage est le plus sommaire possible, sur quoi il s'éclate? Sur les couleurs. Alors il fait, c'est vrai, il fait des trucs plus ou moins bien en réussi en couleurs. Mais quoi qu'au début, non, hein, au début il garde les couleurs vraiment de Campbell Soup. J'insiste sur Campbell Soup parce qu'on en fait une tartine, on dit, oh tu comprends, c'est génial, il a fait de Campbell Soup la Joconde du ciel. Je vais vous la sortir, la Campbell Soup. Elle date de 98. Mais c'est dingue. Ce que je veux dire, c'est que ça, c'est un packaging magnifique. 98, c'est 1898, elle date du 19e siècle. Bon, c'est-à-dire c'est déjà un must. Il arrive en 62, et puis il t'en fait soi-disant la Joconde du ciel. Je dis non. Je dis, le mec qui avait fait ça, il était déjà plus fort. Toujours le grand publicitaire, tu dis, son discours, c'est des slogans. C'est une suite de slogans, en fait. C'est pas un discours sur la peinture, c'est une suite de slogans. Ce qui est très fort dans son cas, c'est qu'il a 4 ou 5 slogans, parmi lesquels, bon, je vais en citer un parce qu'il est hyper connu, mais il est très bon. La vérité, c'est très bon. Son histoire de ce qu'il y a de plus beau à Paris, c'est McDonald's, ce qu'il y a de plus beau à Florence, c'est McDonald's, ce qu'il y a de plus beau à New York, c'est McDonald's. Pékin et Moscou, encore rien de beau. Bon, c'est très bon, sauf que Moscou, c'est faux maintenant, mais c'est pas grave. Il était mort. Et ce qui est fort dans son affaire, c'est que n'importe quelle phrase de Warhol, j'aime l'ennui, je voudrais être une machine, le truc sur McDonald's s'applique à n'importe quel tableau, et donc ça marche bien. On peut légender n'importe quelle photo choisie par Warhol, mise en scène par, disons, dirigée artistiquement par Warhol, directeur artistique, et légendée par Andy Warhol, rédacteur, comme on dit dans la pub, et ça marche très bien. Alors tu démontres assez clairement que Warhol est un grand publicitaire, mais qu'est-ce qui te fait dire que la pub c'est pas de l'art? Moi je me souviens d'une déclaration de Jack Lang qui disait dans Globe, la pub j'adore, c'est de l'art. Enfin bon, il faut pas le dire, mais enfin, c'est zéro son histoire. Qu'est-ce que je te dis? Je suis contre. Bon, ça nous emporte très loin parce que toute cette idéologie du tout et de l'art, je suis contre, et je pense que de ce point de vue-là, ma cible, c'est autant les publicitaires qui se prendraient pour des artistes. D'ailleurs, c'est le problème de Good, là, quand il a fait son exposition à Marseille, qui était la risée totale, alors que c'était bien quand il faisait ce qu'il faisait, merde. Et c'est la même cible que j'ai sur l'art contemporain dit avant-gardiste. Dans les deux cas, ils sont persuadés que c'est l'idée qui compte et que le reste n'a pas d'importance, on peut donner ça à d'autres, etc., etc. Tous, ils pensent tous que l'idée du savoir-faire est une du XIXe siècle. Et non, je ne suis pas d'accord, je suis pour l'art moderne contre l'art contemporain. Ah, tu n'y as pas avec le dos de la cuillère, tu dis les tableaux de Warhol, c'est des mauvaises photocopies couleurs exposées dans une maison des jeunes et de la culture. C'est sérieux quand même. Non, c'est-à-dire que... Non, il faut être juste. Quand c'est reproduit... Tu dis que c'est trivial. Non, attends. Quand c'est reproduit dans un catalogue, on a l'impression que c'est assez fort, et on a l'impression surtout que ça a été transcendé. C'est-à-dire que le grain de la photographie, surtout chez Lis Taylor, où il a parfaitement réussi son coup, le grain de la photographie donne presque des airs de grande peinture à son affaire. Et puis ce qui me tue, moi, c'est quand je les ai vus en vrai. Alors je suis allé, parce que l'exposition, là, c'est pas Beaubourg qui l'a fait, c'est le MoMA qui l'a fait, les Américains. Je suis allé à Düsseldorf, c'est tout près de chez moi. Et c'est gênant ce que des photos d'accidents de voiture fait par Warhol, qui sont noir et blanc sur un fond or. Alors évidemment, il met du fond or pour que ça ait l'air un peu chic et tout ça, mais ça fait mauvaise photocopie. Alors tu dis en plus, il se fatigue pas vraiment, parce que faire un symbole avec Campbell Soup, qui est un must depuis des années, avec Marilyn, magnifique Marilyn, qui est magnifique. Voilà, donc toi tu dis, c'est pas de l'art, c'est l'art du vol, quoi.
Bon, c'est pas de l'art, c'est des effets faciles, c'est des effets qui sont téléphonés. Franchement, bon, c'est vrai qu'il y a une intensité dans les accidents de voiture et dans les chaises électriques. Mais bon, elle y était déjà, quoi. Merde, c'est une chaise électrique. Ouais. Alors, et ça, les gens ne peuvent pas voir ce côté-là, qui est quand même hyper facile, quoi. Oui, parce que Monroe, finalement, c'est la photo de Kornman qu'il a repris, qui est excellente. Donc c'est le talent de Monroe, c'est le talent de Kornman. Oui, et puis c'est pas directeur artistique, les gens comprennent bien ce que je veux dire quand ils disent, tu sais, quand tu as un tableau de Magritte et tu as besoin de faire la mise en page pour un livre de philo. Ouais. Alors tu vas le cadrer plus ou moins bien, tu vas être suffisamment habile dans le choix et tout. Il y a un art du choix. Mais au fond, Warhol, tu l'aimes quand même, non? Pour lui consacrer un bouquin comme ça. Warhol est sympathique. Ouais. Bon, on a dit des conneries sur lui, on a voulu exagérer, et ça c'est toujours des mauvais arguments quand on veut descendre quelqu'un puis on commence à calomnier. Bon, on a voulu absolument dire qu'il s'entourait de mecs, qu'il avait un plaisir pervers à les voir mourir, voire à les aider à mourir, tout ça. Bon, c'est des conneries. À mon avis, c'est des conneries. Non, c'est un type sympathique, hyper honnête. Tout ce qu'il veut, c'est gagner de l'argent. Il le dit. Il dit que la sérigraphie, c'est vachement mieux parce qu'il n'a pas besoin de se fatiguer, qu'un autre peut faire à sa place. Il a raison. Et il dit surtout, et c'est sa plus grande phrase qui a été toujours mésentendue quand il a dit, c'est, vous savez, pour comprendre tout sur Andy Warhol, vous avez qu'à regarder la surface de mes peintures, la surface de mes films, la surface de moi, il n'y a rien derrière. Et je suis d'accord, il n'y a rien derrière. Mais tu dis qu'il vit sa vie comme une campagne de pub. Et c'est vrai que ce que tu racontes dans ton bouquin, c'est quand il arrive à New York, en arrivant de Pittsburgh en 49, il a déjà tout trouvé. Parce qu'il fait des reproductions, il envoie des petits portfolios à tout le monde pour se faire connaître, enfin, c'est vrai. Enfin là, il faut être un peu méchant parce que quand même, il faut le dire. Dans les années 50, quand il vient, il n'est pas pris comme directeur artistique, c'est-à-dire comme coloriste de quelque chose ou comme concepteur. Il est pris comme illustrateur, c'est-à-dire comme un artiste commercial, comme un artiste qui est là, dont se servent les directeurs artistiques. Et il est illustrateur. Il joue le Kornman auquel il va faire jouer le rôle dans les années 60. Et quand il est illustrateur, il fait, moi je dis, il exprime enfin son vrai art. Enfin, c'est son vrai, plutôt, pour une fois, c'est son vrai truc. Et son vrai truc, c'est quoi? C'est des zizi à la Cocteau. C'est des trucs à la Bursley. Bon, c'est hyper maniéré, PD, tout ça. Bon, et c'est zéro. Et comme il sait que c'est zéro, et ça c'est Duchamp, c'est pareil, il arrête ses illustrations, comme Duchamp arrête sa peinture en 1913, et il se dit non, il faut un gros coup. Il faut un gros coup, parce que comme il a horreur, comme tous ces mecs-là, ils ont horreur d'être jugés, et tout le truc c'est la fuite du jugement, qui est un syndrome, disons, d'un certain art de l'idée, de Duchamp à Buren, Klein, etc. Ben, c'est quoi faire pour ne pas être jugé pour ce que j'ai fait, et on va montrer Campbell Soup, des trucs très forts, de gros mythes, Marilyn Monroe, des chaises électriques, et comme ça il est sûr que sa main qui fait des volutes à la Cocteau, on la verra jamais, on pourra jamais la juger et on dira jamais c'est un artiste faible. Ne pas être un artiste plutôt qu'un artiste faible, c'est quand même leur grand truc. Est-ce que tu crois que ce bouquin aura autant de succès que les mouvements de mode expliqués aux parents? Le Warhol? Ouais. Non? T'en as vendu combien les mouvements de mode? 160. Ah ouais? Ah ouais. Moi, je comprends l'édition de poche, on triche toujours sur les chiffres. Je comprends l'édition de poche. Alors il y a un bouquin que tu devais faire, qui s'appelait La culture classique expliquée aux jeunes, après les mouvements de mode expliqués aux parents. La culture classique expliquée aux jeunes, pardon. Pourquoi tu l'as jamais fait? Pas assez cultivé. Ah bon? Non. Non, c'est vrai, c'est vrai. Alors tu as fait un bouquin avec ton copain Boiron, qui s'appelle Ma vie. Alors c'est assez drôle, c'est 120 doubles pages blanches. Et puis on écrit comme ça sur les sujets, l'amour, la famille, la maison, l'argent. On remplit les cases, c'est sorti pour les cadeaux de fin d'année, fin 89. Et pour 190 francs, ben, on est l'auteur, le héros, le lecteur. Et le lecteur. D'un seul livre. C'est une bonne idée. C'est dingo ça. Non, puis en plus, le problème c'est qu'on ne peut pas le finir ce bouquin. C'est-à-dire que c'est vos proches qui écrivent la dernière page. Surtout s'il fait 120 doubles pages, c'est-à-dire 120 ans. Qu'est-ce que tu écriras tout à l'heure en rentrant chez toi sur aujourd'hui, dans ma vie? La question ce serait plutôt, est-ce que je vais sélectionner le fait qu'on a parlé ensemble? Iggy Pop, bonsoir. Yeah, bonsoir, Jerry. Are you still nightclubbing now? Yeah, sure. Sure? Yeah. You seem to be in great shape, no? All right. You said I'm a married man. Yeah. I pay my taxes. I do my job carefully. It's true. Yeah. Is it because of Suki's influence? No, it was my own idea. You know, there comes a time when, you know, it's okay to grow up. Yeah. It ain't bad. It ain't bad. Is it true that when you met her, she was in a concert in Japan, and you saw her at the first row, and you asked a roadie to go and ask her to come with you? Yeah, that's true.
Why did you do that? There's something in her eyes. You know, I like to look at people when I work anyway. Yeah. And something living in there. Yeah. Some character. You know. Yeah. You were fed up with different girls every night, and asking $40 for the cab and leaving you diseases. I think it's kind of silly and not in the best of taste to always be out looking for affairs. Yeah. So now you are like John Lennon was. You live in New York with a Japanese girl, and you are quite home guy. You are very straight, no? I'm pretty straight. I'm not like I'm not AA, or I don't have a rule like I never. You know, this is wine. Yeah. You seem to be in great shape. Yeah. You play golf? I play with my dad, just as something, you know, we're both men, and he's a lot older than me, and so when we get together, we don't really want to sit and chat, you know, like, oh, hi, nice to see you. So we play golf for something to do together. Is it true that your dad has always songs ideas when you play golf with him, and he says, yes, I've got an idea, and you say, no, Dad, no. Yeah, he's constantly trying to sell me his song ideas. Yeah. And you play golf with your son Eric? No. No, but I see Eric a lot when I go to Hollywood. He's a Hollywood kid. He sings backup on one of the songs on my new record. He sings on the Undefeated, on the new album Brick by Brick. Yeah, with about 15 other guys. Yeah, you know, it's like a bunch of guys. You said about your new album, it is the most articulated thing I did since The Idiot in '77. Yeah. When I did The Idiot, David Bowie composed all the music, most of the music for that, and I was working very hard just to concentrate on the lyrics. And this time I put as much work into the lyric and also wrote the music. But just worked harder, basically. You know, simple as that, really. You have two guys from Guns N' Roses too, no? Yeah. And you sing a duet with on Candy with Kate Pearson from B-52. Her voice kind of flies like an airplane, like a B-52, I guess. On this album you play guitar too, no? Yes, for the very first time. I always wrote on it before, but my style's very raw, and I always hired more professional people. And this one I sort of had fun playing with each different guitarist that guested, and it felt more real, because often the singer in the band is often in a frustrated position, because he hasn't got the instrument, you know, and he has no control over, you know, what's going on. So sometimes it's really nice to pick it up and it comes from you. At the beginning you were a drummer. Yeah. And then when you saw Jim Morrison or Mick Jagger, you decided to be a singer. Well, I wanted to be a singer, but it was when I saw those guys that I was more pushed. It was like, I can't wait any longer. This is ridiculous, you know. When you were a kid, you were living in Ypsilanti, near Ann Arbor, near Detroit. And your parents were living in a trailer camp. Yes. And is it true that you were playing drums in the trailer? This is true, yeah. But where in the trailer? Well, there was a big bedroom, a master bedroom for them, big enough for, and then a smaller bedroom for me. And when I got my drums, they gave up their room. Yes, and they moved all their things out of their room and gave me that room. To allow you to play? To allow me to play. They're very, very wonderful people. And they slept in a very, very small room. And they did that for 3 years, all through high school. And when I would play, everything would shake and it made a big noise. But they were always really good about it. Really lucky. At that time you were rooting for the New York Yankees? That's true? Yes. I can't believe it. I really liked, they were a class team, you know, they had everything. They had power, they had speed, they had brains, but they had a great personality, that team. They had a... And you even joined the Boy Scouts in that time, that's true? I was a Cub Scout, but I got kicked out of the Cub Scout for doing this with the rubber bands, you know, at the meetings. Is it true that one day your father and mother were listening Sinatra on the radio, and your father said, show business people are the aristocracy of this country? You know, entertainers are the new aristocrats of this country. And I listened
And think then he you had a decided to be a star. Well, I was torn between, I wanted to be a politician, very much, and I was really interested in that, but as I began playing, it was a lot more fun to play than to sit around talking, and also Kennedy was shot. And when he was shot, I think a lot of people in America became more cynical and sort of like, hey, wait a minute, something's off, you know? So it kind of put me off. And your first group was called the Iguanas, and that's why your real name is not Iggy Pop, James Osterberg. Yeah, right. And then you decided to call yourself Iggy. I had it was a nickname. Other people called me that, and then finally I just gave up and said, okay. And now I like it, you know. And how did you meet the Ashton brothers? Ron was in a local band, and he's a good bass player, really good. And his brother, I was a drummer. I was kind of one of the better drummers in town, and his brother was would just hang around and watch me drum, and finally one day said, you know, I'd like to learn to drum. Would you teach me? And you started the Stooges. Yeah. You were influenced by the Kinks, the Who, the Stones, the Doors, but much more Destroy, no? And also by all the music that was coming out of kind of the Middle Eastern crescent. I noticed that some of the groups I like were using the American blues. And I thought, well, that source is dried up. Let's go farther from home. And you were influenced by Coltrane too, no? Extremely much. Extremely by Coltrane. I always, and also Shep and Albert Ayler. And really those three were like the Trinity. And I always felt that I was trying to use my body the way that they would use their saxophone. Lyrically, in my singing delivery, it was more, you know, Jagger, Dylan, Lou Reed, you know, trying to emulate those guys who were my heroes. So you were the first punks. In '67, you are called the godfather of punk. That's true? I don't know. But 10 years later, when the Sex Pistols sang No Fun, you had no group anymore at that time. No. Were you sad to be alone at that time and to have no group? I never sat around and thought, gee, I wish we were together or anything like that. I'm too much of a realist. There was a reason that it ended, and when it ended, it ended. It's lonesome sometimes to be a solo. It's lonesome. On the other hand, being in a group has a lot of tension to it too. Groups break up, people die. A lot of times somebody else gets the money. You know, things happen. So you were the first one to wear knit-on blue jeans. You were the first one to abuse I was the first one to rip my blue jeans. But I didn't cut them first like other people do. You jumped on your knees. I was on my knees so much that they started ripping, and I thought, wow, that looks kind of cool, you know? You were the first one to abuse your body with glass bottles too, no? I only did that twice. And it was not a happy experience. I just did it because I was very, very disappointed in that particular time, and it just happened. I was the first one to stage dive, too. I'm kind of proud of that because a lot of people have fun doing that, you know. you know. So your first album, the first Stooges album, was produced by John Cale, and he was like a babysitter for you because he let you do what you wanted to do, no? If we had tried to do what we were doing with nobody to justify it to the company, we would have had a mess. But they for some reason they trusted him. I don't know why. Is it true that he was during the sessions he was dressed like Dracula? That's it. He dressed like, well, not totally Dracula, but he wore in my memory, he wore a big long black cape with a big thing like this, and he looked pretty cool. And Nico would come to the sessions once in a while. You were Nico's lover, no, at that time? She told you sex, I heard. Whatever, and she would knit. You know, she would knit while we played this really loud music. Your second album was Fun House, and then with the group, you went very down into mushrooms, cocaine, heroin, and it was a bad trip for you. What is the worst thing you done at that time to find some heroin? Once I had scored some. I was in a rent-a-car that I hadn't paid for, and I couldn't take it where I scored it, and I was so anxious to take it. I pulled into a gas station and I went into the men's room, and there was an ashtray,
You have to have something to cook it up in. The ashtray was very dirty, and so a lot of dirt got in it, and I had a very bad reaction. It's very painful to talk about that kind of thing. Yeah, it's finished. Then you met Tony DeFries because Bowie was already interested in you, and he brought you to the CBS boss office. And is it true that the first time you came, you sang a Sinatra song on hands and knees? On his desk, yeah. Got up on his desk on hands and knees and sang Shadow Your Smile. A little bit of My Funny Valentine. Yeah. Yeah. And then it went wrong because you didn't want to become a star. When you saw David Bowie at that time, you didn't want to become like him, no? That's a pretty fair statement. I respected him, and but I had something of my own that I really wanted badly to do. And I kind of knew in advance that they had other plans for me. It was difficult to issue Raw Power because you went to Los Angeles and you went in an hospital and you were just allowed to get out to sing on the record, and then you came back in the hospital. No, that was on a later record, so we had a very bad time. The only thing we managed to record was an album called Kill City, and that was the one where I did the vocals on the weekend because I was in a hospital. Yeah. Which was basically, I did it for my own good, because I realized you were not able to manage yourself anymore. That's it, no? To take care of yourself. Yeah, that's right. I didn't know how anymore. I'd lost the ability. So, like a lot of people. Yes. In 1976, you went to Berlin with David Bowie to finish The Idiot, which you had begun in Hérouville in France. Hérouville, right? And you had good time there. We had sausages, rock and roll. It was a big, it's a big city physically. It's huge. And it was built for a lot more people than lived there. There weren't that many people there then. It was real empty. Of course. And the people that were there, they were very fringe, very on the edge of life, and a lot of draft dodgers, people running away from the army. A lot of students and leftover strange artists. Nightclubbing was in Berlin? Nightclub, no, I wrote that before I got there. It was about, basically, I'd been out on tour with David, and I was just going out every night with him, going out every night, disco, every night, club. And so that was the idea of it. It wasn't supposed to be on that record. The record was almost done, and him and me and a friend of his were up just goofing around in the studio, and he put on one of these rubber masks of a very old man, and running around, and he sat to the piano and started to play kind of old man music, like Hoagy Carmichael. And he's playing this music, and I flipped, and I said, that's great, because I've always had that, I have the ability to recognize music in other people. That's, that's kind of what I'm good at. And I just went, whoa, that's great, please, I can make a lyric, this can be great. And he was like, no, it ain't that good, but I talked him into it. And so we did it. And then he thought, well, the drum machine sounds too cheap, because it was like a $98 drum machine. But I really liked the cut. We too. You said about Berlin that the wall protected the town from all assholes in the world. That's how I felt. Especially because we had been, he and I had been living in Los Angeles. He was kind of more on the top of it, and I was on the bottom of it. But in Berlin, it was the first town I'd been where people didn't just bend over and kiss rock and roll's ass for the wrong reason. What did David Bowie brought to you? Turned me on to, I never really knew about ballet. Nijinsky? He turned me on to Nijinsky and Diaghilev and the whole story of the Ballet Russe, the whole idea of artists from different discipline working together. And the whole idea, nobody ever said to me, hey, you could be a painter. Because I would make these little drawings, and you should paint. So he showed me how you prep a canvas, because he'd been to art school, and showed me. Every time he was there, every time you had problems. And he was, he's a very hard-working person, and that rubbed off, because I used to be pretty lazy, too self-indulgent. And I thought, God, this guy works hard, this could be a good lesson. And what did Took a long time to learn. What did you bring to David Bowie? I can't say. That would be for him to say. I don't know. But without Iggy, no Ziggy. Obviously. I guess so, Seems to have part of my name in there. And one day, after that, Elton John wanted to produce you, and he offered you
$500,000, No, a house no, on no. the hills. No, and that you was- said, when I looked at him, I saw wild, outrageous glaces and a fact behind them. That's No, true? he was interested in us at one point. I don't know how interested, but he really liked James Yeah. Williamson. Yeah. You know, he had a thing about James, and it never went anywhere. You know you're a legend. I just like to make a good song that Yeah. somebody likes. You think you could have been bigger without dope and drugs? I have no way to tell, but I mean, I'm bigger now than I was last year. Yeah. So, you know, Yeah. I'm doing all right.